J'ai trouvé le téléphone de ma femme caché dans un placard. Ce que j'y ai découvert a détruit 10 ans de mariage en une seule nuit. Pendant que je l'attendais à l'aéroport avec une pancarte stupide, elle revenait de son 4e voyage. Mais ce n'était pas des vacances avec une amie. C'était autre chose. Quelque chose qu'aucun mari ne devrait jamais découvrir. Cette histoire va vous montrer comment un homme ordinaire fait face à la plus grande trahison de sa vie. Comment 12 000 € perdus peuvent transformer une femme aimante en menteuse professionnelle. Et comment la vérité, même la plus douloureuse, peut vous libérer. Bienvenue sur la chaîne Histoire d'infidélité. Dans les commentaires, écrivez de quelle ville vous nous regardez et quel temps il fait chez vous en ce moment. Installez-vous confortablement. Cette histoire va vous tenir en haleine jusqu'à la dernière seconde. Je me tiens dans l'aéroport avec une pancarte ridicule entre les mains, sur laquelle est inscrit le prénom Camille. Autour de moi, une foule de personnes venues accueillir leurs proches. Certains avec des fleurs, d'autres avec des ballons, et moi avec un bout de carton et une boule dans la gorge qui menace de m'étouffer. Ma femme sort de la zone d'arrivée, bronzée, rayonnante, dans une robe neuve que je n'ai certainement pas payée. Elle se jette dans mes bras, m'embrasse sur les lèvres, mais quelque chose cloche. Ses yeux sont vides, glacés, comme si elle regardait à travers moi, à travers notre vie entière. Je la serre contre moi, et ce parfum inconnu me gifle, lourd, capiteux, étranger. « Tu m'as manqué, dit-elle en souriant. « Toi aussi, je réponds machinalement. Elle bavarde sans arrêt à propos de Dubaï, de son amie Sophie, des températures étouffantes, du luxe incroyable. Sa voix résonne dans ma tête comme un écho déformé. Et moi, je reste là, figé, à penser. Comment ai-je pu être aussi aveugle ? Comment n'ai-je pas remarqué plus tôt que ma femme sait mentir avec un tel naturel, avec une telle aisance ? 2 semaines auparavant, j'accompagnais Camille dans ce même aéroport. Nous nous tenions devant les bornes d'enregistrement. Elle vérifiait ses documents pour la 3e fois, les mains tremblantes. « Tu es sûre que tout va bien ?» j'avais demandé. « Oui, juste un peu nerveuse. Tu sais que je rêve de voir Dubaï depuis toujours. Sophie insiste depuis 6 mois. C'est l'occasion parfaite pour décompresser un peu. » J'avais acquiescé, rassuré par son ton naturel. « Profite bien, tu le mérites. » Je l'avais embrassée tendrement. J'avais agité la main quand elle avait franchi la zone d'embarquement. En rentrant dans notre appartement vide, je m'étais dit que 2 semaines passeraient vite. Qu'est-ce que je pouvais être naïf ? Les premiers jours se sont déroulés normalement. Réveil à 6 heures du matin, garage à 7 heures. J'ai mon propre commerce. Un petit atelier de réparation automobile en périphérie de la ville. Rien d'extraordinaire, mais stable. 3 mécaniciens. Je mets parfois les mains sous le capot moi-même quand il y a beaucoup de travail. Camille disait toujours en riant : « Tu sens l'huile de moteur, même après la douche ?» Je riais avec elle. Elle plissait le nez d'un air faussement dégoûté, mais m'embrassait quand même. Du moins, c'est ce que je croyais. Le soir, nous nous appelions en visioconférence. Elle me montrait la vue spectaculaire depuis la fenêtre de l'hôtel. « Regarde, c'est magnifique. Les fontaines, les gratte-ciel, tout brille. C'est incroyable. Tu t'amuses bien ? » Oui, Sophie et moi avons fait des boutiques aujourd'hui. La chaleur est insupportable, mais ça vaut le coup. Sophie apparaissait parfois à l'arrière-plan, grande blonde qui riait fort. Tout semblait parfait. Trop parfait. Le 5e jour, j'ai décidé de faire un grand ménage. D'habitude, c'est Camille qui s'en occupe. J'ai passé l'aspirateur, essuyé la poussière. Je suis arrivé au placard de la chambre. Sur l'étagère du haut, entre des boîtes de chaussures d'hiver et de vieux magazines, j'ai trouvé son ancien téléphone. L'iPhone qu'elle avait changé il y a quelques mois après avoir fissuré l'écran. Je lui en avais acheté un nouveau pour son anniversaire. Celui-ci devait être recyclé, mais nous avions oublié. Par curiosité, j'ai appuyé sur le bouton. L'écran s'est allumé. Batterie presque vide, mais fonctionnelle. Je suis allé dans la galerie par réflexe. Photos de nos voyages, selfies. Rien d'inhabituel. J'allais l'éteindre quand j'ai remarqué des applications étranges. Telegram avec un pseudonyme bizarre. WhatsApp avec une photo de profil inconnue. Mon ventre s'est noué. J'ai ouvert Telegram, une conversation avec un contact nommé Agence Luxure. Le dernier message datait de mars.
J'ai fait défiler vers le haut et mon monde s'est effondré. Des messages sur des emplois du temps, des rendez-vous, des sommes d'argent, des photos de Camille en robe de soirée que je n'avais jamais vues, des instructions précises sur comment se comporter avec les clients, des adresses d'hôtels de luxe. Non, 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 j'ai murmuré, les mains tremblantes. Je lisais et relisais, incapable d'accepter ce que mes yeux voyaient. Je suis passé sur WhatsApp comme un automate. Une conversation avec un certain Ahmed. Il écrivait dans un français approximatif, envoyait des emojis avec des cœurs. « Chérie, j'ai hâte de te revoir, tu me manques. » Camille répondait brièvement, froidement, professionnellement. « Mercredi prochain, Hôtel Peninsula, 20h. » Et puis cette capture d'écran qui m'a arraché le souffle. Une transaction de 3000 $, date novembre dernier. Je me suis effondré sur le lit, le téléphone serré dans ma main tremblante, le vide total dans ma tête. Les larmes me brûlaient les yeux. « Ce n'est pas possible !» j'ai chuchoté dans le silence oppressant. « Pas elle, pas ma Camille !» Mais le téléphone ne mentait pas. Les preuves étaient là, irréfutables, cruelles. J'ai ouvert le calendrier. J'ai comparé les dates avec une précision maniaque. Novembre l'année dernière. Camille était soi-disant partie voir sa mère à Lyon. Maman est un peu souffrante, je dois y aller quelques jours. Février, un déplacement professionnel. Une formation obligatoire, mon chéri. Je serai de retour dimanche. Avril, encore sa mère. Elle a besoin de moi, tu comprends, n'est-ce pas? 3 voyages, 3 mensonges parfaitement orchestrés, 3 trahisons. Le téléphone a sonné brutalement, me faisant sursauter. Camille, en visioconférence. Son prénom s'affichait sur l'écran, innocent, lumineux. J'ai eu un haut le cœur. J'ai rejeté l'appel d'un geste brusque. J'ai écrit d'une main tremblante. « Occupé, je te rappelle. » Elle a répondu instantanément avec un emoji souriant et un baiser. Cette légèreté m'a donné la nausée. J'ai éteint les 2 téléphones et je suis resté assis dans le noir, écrasé par le poids de la vérité. Cette nuit-là, je n'ai pas fermé l'œil. Je fixais le plafond, repassant chaque détail dans ma tête comme un film d'horreur en boucle. Peut-être une erreur? Peut-être que ce n'était pas son téléphone? Mais non, les photos ne mentaient pas. Le même grain de beauté sur l'épaule, le même sourire que je connaissais par cœur. J'ai failli appeler, tout déballer immédiatement, hurler ma rage et ma douleur, mais je me suis retenu au dernier moment. Il ne faut pas agir sous le coup de l'émotion. Il faut aller jusqu'au bout, rassembler tous les faits et ensuite décider. Le matin, je suis allé au garage comme un zombie. Le travail était ma seule bouée de sauvetage. Antoine, mon chef mécanicien, a immédiatement remarqué mon état. « Chef, ça va? Tu as une tête de déterré. »« Mal dormi, c'est tout, » j'ai répondu sèchement. « T'es sûr? Tu veux en parler? »« Non, occupe-toi de la Peugeot qui arrive ce matin. » Il a hoché la tête sans insister. Un type bien. Il travaille pour moi depuis 5 ans. À midi, mon téléphone a sonné. Julien, un concurrent de l'autre bout de la ville. Propriétaire d'une chaîne de garage. Nous nous saluions poliment lors de réunions professionnelles, sans plus. « Salut Olivier, j'espère que je ne te dérange pas. Je voulais te proposer quelque chose. »« Je t'écoute, » j'ai répondu, méfiant. « Je suis en phase d'expansion sur toute la région. Ton garage est parfaitement situé. Je suis prêt à t'offrir 20% au-dessus du prix du marché. » « Je ne vends pas, Julien. Réfléchis au moins, c'est une belle opportunité. On peut en discuter autour d'un café? D'accord, après-demain. Mais je ne changerai pas d'avis. On verra, à bientôt. J'ai raccroché, troublé. Coïncidence étrange. Cet appel maintenant, alors que ma vie explose. Ou alors, pas une coïncidence du tout. Le soir, j'ai repris l'ancien téléphone, plongeant plus profondément dans l'abîme. J'ai trouvé un dossier caché avec des photos. Elle dans des restaurants étoilés, sur des yachts immaculés, dans des boutiques de luxe. Chaque image était un coup de poignard. Et puis, cette photo qui m'a achevé. Camille en bikini sur une plage paradisiaque. À côté d'elle, un homme d'une 50aine d'années, bronzé, une chaîne en or autour du cou. Il la tient par la taille d'un geste possessif. Elle sourit. Ce sourire que je croyais être le mien.
À l'arrière-plan, le logo de l'hôtel, le même où elle séjourne en ce moment, soi-disant avec Sophie. J'ai serré le téléphone jusqu'à en avoir mal aux doigts. La rage montait en moi, brûlante, incontrôlable. Comment avait-elle pu me faire ça? Pendant combien de temps? Depuis quand vivais-je dans ce mensonge? Et maintenant, elle était là, dans mon lit, jouant la comédie de la femme aimante revenue de vacances. « Chérie, tu dors ?» a murmuré Camille dans l'obscurité de la chambre. Je suis resté immobile, feignant le sommeil, incapable de la regarder sans vomir. « Je t'aime », a-t-elle ajouté doucement. Ces mots ont résonné comme une insulte. Chaque syllabe était un mensonge de plus. Je serrai les poings sous les draps, luttant contre l'envie de tout faire exposer immédiatement. Mais non, pas encore. Il me fallait tout savoir, jusqu'au moindre détail sordide de cette mascarade. J'ai rouvert la conversation avec l'agence, les mains tremblantes. Là, sous mes yeux, un planning méticuleux. 2 jours de travail, 3 jours de repos. Des rendez-vous notés heure par heure, comme un emploi du temps professionnel. J'ai comparé les dates avec son voyage actuel. Elle est partie le 11. Nous sommes le 18. D'après le calendrier, elle devrait être en pleine période de travail. Ce qui signifie que pendant que je suis là à me ronger les sangs, elle est là-bas, avec quelqu'un d'autre, dans les bras d'un inconnu, pour de l'argent. La nausée m'a submergé. J'ai dû m'appuyer contre le mur pour ne pas m'effondrer. Le téléphone a sonné. Camille. J'ai hésité, le doigt suspendu au-dessus de l'écran. Puis j'ai décroché, forçant ma voix à rester neutre. « Salut mon amour !» a-t-elle lancé joyeusement. « Salut !» Tu ne devineras jamais. J'ai fait un shopping de fou aujourd'hui. J'ai trouvé un sac magnifique avec 50% de réduction. Tu vas adorer. Chaque mot qu'elle prononçait était comme une lame qui s'enfonçait plus profondément. Je l'écoutais débiter ses mensonges avec cette aisance terrifiante, cette légèreté insouciante. C'est bien, j'ai réussi à articuler. Et Sophie a acheté des chaussures splendides. On a passé une journée incroyable. Comment va Sophie? Oh, la pauvre, elle est crevée. Elle s'est couchée tôt ce soir. Le décalage horaire, tu comprends? Le décalage horaire, bien sûr. L'excuse parfaite. Je vois, j'ai murmuré. Chérie, tu as l'air bizarre. Quelque chose ne va pas? Mon cœur cognait violemment dans ma poitrine. J'ai serré le téléphone si fort que mes jointures ont blanchi. Non, tout va bien. Tu me manques, c'est tout. Oh, mon amour, toi aussi tu me manques tellement. Plus qu'une semaine et je suis de retour. Je vais te rapporter un cadeau magnifique, promis. Elle a envoyé un baiser sonore dans le téléphone. J'ai fermé les yeux, luttant contre l'envie de tout balancer immédiatement. À demain, Camille. Je t'aime. J'ai raccroché sans répondre. Ces 3 mots restaient coincés dans ma gorge, incapables de sortir. Le lendemain, j'ai plongé dans nos documents financiers communs. Nous avions toujours géré le budget ensemble. Compte joint, épargne commune, la transparence totale. Du moins, c'est ce que je croyais. J'ai ouvert l'application bancaire, épluché les relevés de la dernière année, et là, j'ai trouvé ce que je cherchais. En novembre, février et avril, des virements conséquents sur le compte de Camille, entre 3 000 et 6 000 euros à chaque fois. Les émetteurs portaient des noms inconnus, des patronymes étrangers. J'ai noté chaque numéro de compte, chaque nom. Mon ami Lucas travaille à la banque. Il pourrait m'aider à creuser discrètement. Le soir, j'ai retrouvé Mathieu, mon meilleur ami depuis le lycée. Nous nous sommes installés dans un bar tranquille, 2 bières devant nous. J'avais besoin de parler, mais sans tout révéler. Dis-moi, Mathieu, j'ai commencé prudemment. Si tu découvrais quelque chose de grave sur quelqu'un de proche, tu ferais quoi? Il m'a regardé attentivement, fronçant les sourcils. Quelque chose de grave, comment? Je ne sais pas. Une trahison, un mensonge énorme. Olivier, il s'est passé quelque chose? Non, non, j'ai répondu trop vite. Je philosophe, c'est tout. Mathieu a bu une longue gorgée de bière, visiblement sceptique. Tu te souviens de Thomas, mon collègue? Sa femme le trompait depuis des mois. Il a fini par embaucher un détective privé. Divorce brutal. Il a récupéré l'appartement et la garde des enfants. Elle s'est retrouvée avec rien. Et lui, comment il va maintenant? Mieux, ça a été l'enfer pendant 1 an, mais aujourd'hui, il refait sa vie.
Il dit qu'il aurait dû agir plus tôt. J'écoutais, absorbant chaque détail. Les questions défilaient dans ma tête. Comment se passe un divorce en France? L'appartement est à nos deux noms. Le garage aussi, techniquement, même si c'est l'argent de mon père qui a permis de le monter. Est-ce qu'elle pourrait réclamer la moitié? Tu es sûr que tout va bien, a insisté Mathieu. Tu as une tête de déterré. Juste fatigué, le boulot, tu sais. Allez, une autre tournée, ça te changera les idées. Nous avons continué à boire, parlant de football, de politique, de tout et de rien. Mais mon esprit était ailleurs, tournant en boucle sur la même question obsédante. Comment vais-je vivre avec ce savoir? La confrontation est inévitable, mais quand? Dois-je attendre son retour ou tout déballer maintenant, par téléphone? Je suis rentré tard. Message de Camille. Je vais me coucher, mon chéri. Gros bisous. Je n'ai pas répondu. J'ai sorti son ancien téléphone, replongeant dans les conversations. J'ai trouvé un contact simplement marqué K, une coordinatrice de l'agence, femme d'une quarantaine d'années d'après sa photo de profil. Elle donnait des instructions précises à Camille. Où se rendre, comment s'habiller, comment se comporter. Un message m'a glacé le sang. Le client a spécifiquement demandé Camille. Il est prêt à payer un supplément de 1 000 €. La réponse de Camille. D'accord, j'accepte. 4 mots. 4 mots qui résumaient toute la transaction. Mon estomac s'est retourné. J'ai fermé le téléphone et je me suis allongé, mais le sommeil était impossible. Les pensées tourbillonnaient, des plans se formaient, des scénarios se dessinaient. Il fallait agir avec sang-froid, rassembler toutes les preuves, construire un dossier solide et ensuite frapper sur tous les fronts en même temps. Camille rentrerait dans 1 semaine. J'avais 7 jours pour me préparer. Je ne suis pas un héros de film d'action, juste un homme ordinaire qui sait planifier plusieurs coups d'avance. Et maintenant, j'avais besoin d'un plan parfait. Le lendemain matin, rendez-vous avec Julien. Une brasserie du centre-ville, peu fréquentée, ambiance feutrée. Il était déjà installé près de la fenêtre, consultant son téléphone. Nous nous sommes salués. J'ai commandé un café. Julien est allé droit au but, développant sa vision stratégique, ses ambitions d'expansion, expliquant comment mon garage s'intégrerait parfaitement dans son réseau. Écoute Olivier, je vais être franc. Ton emplacement est idéal. La clientèle est fidèle. Tes mécaniciens sont compétents. Je t'offre 200 000 €, 20% au-dessus du marché. Cash. Les chiffres étaient impressionnants. Les conditions semblaient honnêtes. Mais quelque chose sonnait faux. Pourquoi tant d'empressement? Pourquoi une offre aussi généreuse? Je dois réfléchir, j'ai dit prudemment. En parler avec ma femme. Bien sûr, prends ton temps. Mais ne tarde pas trop, j'ai d'autres pistes. Il m'a tendu sa carte, insistant pour que je le rappelle dans la semaine. Nous nous sommes séparés. Sur le trajet du retour, son offre tournait dans ma tête. Pourquoi maintenant? Pourquoi cette générosité? Peut-être qu'il sait quelque chose que j'ignore. Un projet d'urbanisme qui va augmenter le trafic. Ou au contraire, des travaux qui vont isoler mon garage. En arrivant au garage, Antoine m'attendait, le visage soucieux. « Chef, il faut qu'on parle. » « Quoi encore ?» Julien m'a appelé ce matin. Il m'offre un poste de chef d'atelier dans son garage. 30% d'augmentation. Mon sang s'est glacé. Tout devenait clair. Julien ne voulait pas simplement acheter mon affaire, il voulait la détruire. Technique classique. Affaiblir le concurrent en lui volant ses meilleurs éléments, puis racheter les ruines pour une bouchée de pain. Antoine, écoute-moi bien. Donne-moi quelques jours, on va discuter d'une augmentation pour toi. Tu es un pilier ici. D'accord, chef, mais tu comprends, j'ai ma famille, les crédits. Je comprends parfaitement. Laisse-moi 3 jours. Il a hoché la tête, mais j'ai vu le doute dans ses yeux. Je ne lui en voulais pas, il avait une femme, 2 enfants, un prêt immobilier. L'argent décide. À sa place, j'aurais hésité aussi. Le soir, j'ai appelé Raphaël qui travaille dans une agence de voyage. Conversation anodine en apparence. « Dis-moi, tu ne connais pas une certaine Sophie qui vivrait à Dubaï? Grande blonde, la trentaine, elle accueille des touristes français là-bas. » Sophie? Le prénom est banal. Mais quelqu'un qui vit en permanence là-bas et s'occupe de touristes? Non, rien dans notre base.
Tu veux que je vérifie sur les réseaux sociaux si tu me donnes son nom de famille? Je ne m'en souviens plus, je te dirai. J'ai raccroché, le cœur lourd. Sophie n'existait pas. Enfin, pas à Dubaï. Peut-être qu'il n'y avait jamais eu de Sophie du tout. Juste un nom, une couverture pratique pour les mensonges de Camille. Je me suis souvenu des rares apparitions de cette fameuse Sophie sur les appels vidéo. Une actrice? Une complice payée pour rendre l'histoire crédible? Ou une vraie amie au courant de tout, aidant activement Camille à nous tromper? Cette nuit-là, j'ai encore fouillé l'ancien téléphone. Cette fois, je cherchais spécifiquement les données bancaires. J'ai trouvé des captures d'écran de virement, montant variable, entre 1000 et 5000 $ à chaque fois. Les expéditeurs avaient des prénoms arabes, des noms européens. J'ai fait le calcul total sur l'année, environ 20 000 $, 15 000 €. Où était cet argent? Certainement pas sur notre compte joint. Elle devait avoir un compte séparé, un compte secret. Camille a appelé. J'ai respiré profondément avant de décrocher, forçant ma voix à paraître normale. « Salut mon cœur. »« Salut. » Tu ne peux pas imaginer la journée qu'on a eue. Excursion dans le désert, balade à dos de chameau, coucher de soleil sur les dunes. C'était magique. Sa voix débordait d'enthousiasme. Ses émotions semblaient authentiques. Soit elle était une actrice exceptionnelle, soit elle profitait vraiment de moments de détente entre ses rendez-vous payants. « Ça a l'air incroyable », j'ai murmuré. « Et toi, comment va le garage ?»« Tout roule. On travaille normalement. » Je n'ai pas mentionné Julien. Pas encore. Pourquoi montrer mes cartes trop tôt? Tu me manques, Olivier. J'ai hâte de rentrer, de retrouver notre maison, notre vie. Moi aussi, j'ai répondu. Et bizarrement, ce n'était pas complètement faux. Je regrettais la Camille que j'avais connue pendant 10 ans. Celle qui préparait mon café le matin. Celle qui regardait des séries avec moi le soir. Celle qui faisait des projets d'avenir à mes côtés. Mais cette femme-là, avait-elle jamais vraiment existé? Mais cette Camille-là n'existait plus? Peut-être n'avait-elle jamais existé? Peut-être avais-je simplement vécu avec un fantôme, une image inventée, sans jamais connaître la vraie femme à mes côtés. Le lendemain, je me suis rendu à la banque. J'y ai une connaissance, Élise. Nous nous fréquentons depuis l'université. Je lui ai demandé de vérifier officieusement s'il n'existait pas d'autres comptes au nom de Camille, en dehors de notre compte joint. Élise a froncé les sourcils, visiblement mal à l'aise. « Olivier, ce n'est pas vraiment légal, tu sais. Je pourrais avoir de sérieux problèmes. »« Je sais, » j'ai dit calmement, « mais j'ai besoin de ton aide. Je soupçonne ma femme de dissimuler des revenus. Je me prépare au divorce. Il me faut cette information. » Elle a soupiré longuement, ses doigts pianotant nerveusement sur son bureau. « D'accord, je vais voir ce que je peux faire, mais je ne promets rien. » 2 heures plus tard, mon téléphone a sonné. « Olivier, c'est moi. Écoute, oui, il y a un autre compte, ouvert il y a 8 mois. Le solde actuel est d'environ 15 000 €. Des virements réguliers en provenance de l'étranger. » Mon cœur s'est arrêté. 15 000 €? Oui, je suis désolé. Merci, Élise. Ne dis rien à personne, s'il te plaît. Je serai muette comme une tombe. Bon courage, Olivier. 15 000 €. De l'argent dont je n'avais aucune idée de l'existence. De l'argent gagné d'une manière qui me donnait envie de vomir. Je suis resté assis dans ma voiture sur le parking de la banque, fixant le vide. 10 ans de mariage. 10 ans de vie commune. Et tout s'effondrait en quelques jours. De retour au garage, j'avais beaucoup de travail, mais mon esprit était ailleurs. Le soir, Mathieu m'a appelé, proposant de nous revoir. J'ai accepté. Même bar, même place. Cette fois, il a vu immédiatement que quelque chose n'allait vraiment pas. « Olivier, qu'est-ce qui se passe? Arrête de tourner autour du pot. » J'ai hésité un instant, puis j'ai décidé de parler. Pas tout, mais l'essentiel. Je suspecte Camille de me tromper. J'ai trouvé des preuves. Je me prépare au divorce. Mathieu est resté silencieux un long moment, assimilant l'information. Merde, Olivier, tu es sûr? Certain. J'ai vu les messages, les photos, les virements bancaires. Écoute-moi bien. J'ai un ami qui est détective privé, un vrai pro.
Il peut te constituer un dossier complet, photos, vidéos, relevés bancaires, tout ce qu'il faut pour le tribunal. Non, j'ai secoué la tête. Je n'ai pas besoin de détective, j'ai déjà assez d'informations. Il me faut juste tout formaliser correctement, me protéger juridiquement. Comme tu veux, mais l'offre reste valable si tu changes d'avis. Il a marqué une pause, puis a demandé « Et le garage, ça va ?» Je lui ai raconté pour Julien ses tentatives de débaucher Antoine. « Fais attention avec Julien », a prévenu Mathieu d'un ton grave. « Il est connu en ville pour être un requin. Il n'hésite pas à utiliser des méthodes douteuses. Ne lui fais jamais confiance. » Je m'en doutais, mais merci de me le confirmer. Nous avons bu une autre bière, parlé de football, de la météo, de banalité. Mais je voyais bien que Mathieu s'inquiétait. 20 ans d'amitié, il sait quand je vais mal. Avant de se séparer, il m'a serré dans ses bras. « Tu n'es pas seul, d'accord ? Tu peux m'appeler n'importe quand. » Merci, mon ami, ça compte beaucoup. Le lendemain matin, j'ai cherché un avocat. J'ai demandé autour de moi, consulté des avis en ligne. Il me fallait un spécialiste du droit de la famille, avec de l'expérience dans les divorces complexes. J'ai trouvé maître Valentina Moreau, avocate avec 20 ans d'expérience. J'ai pris rendez-vous, expliquant à sa secrétaire qu'il s'agissait d'une question de partage d'entreprise en cas de divorce. Je me suis rendu à son cabinet le jour suivant. Maître Moreau était une femme d'une 50aine d'années, stricte mais bienveillante. Elle m'a écouté sans m'interrompre. J'ai tout raconté. La découverte du téléphone, les conversations, le compte secret. Quelles sont mes chances de conserver mon garage et l'appartement lors du divorce ? J'ai demandé directement. Elle a croisé les mains sur son bureau, me regardant avec franchise. Soyons clairs, selon la loi, l'appartement se divise à parts égales s'il a été acheté pendant le mariage. Le garage est aussi considéré comme un bien commun, même si l'argent vient de votre père, à moins que vous ayez une preuve documentaire d'une donation. Mon père m'a transféré l'argent sur mon compte, j'ai les relevés. Elle a secoué la tête. Ce n'est pas suffisant. Il faut une donation notariée. Soudain, je me suis souvenu. Mon père avait tout fait dans les règles quand il m'avait donné l'argent pour ouvrir le garage. Je crois qu'il y a un document notarié quelque part. Il faut que je le retrouve. Parfait. Trouvez-le. C'est crucial. Elle a marqué une pause, me regardant dans les yeux. Mais comprenez bien, l'infidélité de votre femme ne constitue pas un motif pour la priver de sa part des biens. La loi ne fonctionne pas ainsi. Le divorce sera standard. Le partage suivra les règles habituelles. La seule chose qui peut vous aider, c'est de prouver que certains biens ont été acquis avant le mariage ou par donation. Et le compte secret de Camille ? Un léger sourire est apparu sur son visage. Ça, nous pouvons l'utiliser. Si votre femme a dissimulé des revenus sans les verser au budget commun, ces sommes peuvent être exclues du partage des biens ou décomptées lors de la répartition. Mais il faut des preuves solides. Relevé bancaire, capture d'écran, tout doit être documenté. Idéalement, nous demanderons au tribunal de requérir officiellement l'information sur tous ces comptes. Nous avons discuté de la stratégie. Maître Moreau m'a conseillé de ne pas précipiter les choses. Rassembler tous les documents, fixer tous les faits, et seulement après lancer la procédure de divorce. Allez trop vite et vous risquez de tout perdre. Combien pour vos services ? 15 000 € pour ouvrir le dossier, plus les frais de justice. C'est un prix élevé, mais je vous garantis un travail sérieux. Cher, mais je n'avais pas le choix. Je vais réfléchir, mais je savais déjà que j'allais accepter. En sortant du cabinet, j'avais l'estomac noué. Le divorce n'était pas qu'une rupture émotionnelle. C'était une machine bureaucratique. Avocats, tribunaux, paperasse, stress. J'avais espéré pouvoir régler les choses à l'amiable. Mais je comprenais maintenant que Camille ne lâcherait pas prise facilement. Elle avait de l'argent pour un avocat. Elle se battrait pour sa part. De retour chez moi, j'ai fouillé partout, tiroirs, dossiers, cartons. J'ai finalement trouvé la donation de mon père. Acte de donation de fonds d'un montant de 150 000 €, certifié par notaire. Daté de 7 ans plus tôt, exactement quand j'avais ouvert le garage. J'ai scanné le document, sauvegardé plusieurs copies. C'était mon atout majeur. Mon téléphone a sonné. Julien. « Olivier,
J'ai repensé à ton refus. Je voudrais te proposer autre chose. Pas un rachat, mais un partenariat. Tu restes copropriétaire, tu touches une part des bénéfices, mais c'est moi qui gère l'opérationnel. Les chiffres seront encore plus intéressants pour toi. J'écoutais, reconnaissant immédiatement le piège. Il voulait prendre le contrôle, puis progressivement m'évincer complètement. Envoie-moi une proposition écrite, je vais étudier ça. Parfait, tu l'auras ce soir. Le mail est arrivé en fin de journée. J'ai épluché chaque clause. Tout paraissait séduisant sur le papier, mais le diable se cachait dans les détails. Clause stipulant que les décisions se prenaient à la majorité des voix, Julien détenant 51%. Clause permettant le rachat de ma part à un prix sous-évalué si je voulais sortir de l'affaire. Clause donnant priorité à ses candidats pour tous les postes de direction. Schéma classique d'absorption hostile. Je ne tomberai pas dans ce panneau. Antoine m'a appelé, me demandant s'il avait pris une décision concernant l'offre de Julien. Il a hésité, puis a dit « Écoute, chef, j'y ai beaucoup réfléchi. Je crois que je vais rester. » J'ai poussé un soupir de soulagement. « Merci Antoine, vraiment. Je vais t'augmenter dès le mois prochain. Tu le mérites. » « C'est gentil. Tu es un bon patron, Olivier. Je ne veux pas te laisser tomber. On discute des détails demain, d'accord ? Parfait. À demain. Le soir, j'ai encore fouillé dans les affaires de Camille, cherchant n'importe quel indice supplémentaire. Dans une vieille trousse à maquillage qu'elle n'utilisait plus, j'ai découvert une carte SIM, petite, dans son emballage papier, sans aucune identification. Je l'ai insérée dans le vieux téléphone, l'ai allumée. Des messages sont apparus. Une conversation avec la coordinatrice de l'agence, ce fameux contact K. Des messages récents, d'avant-hier. La coordinatrice envoyait les emplois du temps de la semaine en cours. Rendez-vous, adresse, montant. Camille répondait brièvement, confirmait chaque détail. Je lisais et je sentais la rage monter en moi, brûlante, incontrôlable. Elle était là-bas, à Dubaï, en train de faire ça, maintenant, pendant que je souffrais ici, que je rassemblais des documents, que je préparais le divorce. Elle rencontrait un énième client, encaissait l'argent, souriait, jouait un rôle. Et le soir, elle m'appelait pour me parler de son amie Sophie et des excursions touristiques. Mon téléphone a vibré. Message de Camille, une photo. Sur le cliché, elle posait avec la fameuse blonde, Sophie. Toutes deux en maillot de bain sur une plage, souriant largement. Légende, avec Sophie sur une plage privée, une beauté indescriptible. J'ai agrandi la photo, scruté l'arrière-plan. Derrière elle se dressait un hôtel, architecture caractéristique, logo visible sur le mur. J'avais vu cet hôtel dans les conversations du vieux téléphone. Ce n'était pas un simple hôtel touristique, c'était l'endroit où elle rencontrait ses clients. Donc Sophie était réelle. Mais qui était-elle vraiment ? Une autre escorte ? Une collègue de travail ? Ou bien la coordinatrice qui s'assurait que tout se passait bien ? J'ai sauvegardé la photo, fait une capture d'écran. Une preuve de plus pour mon dossier. J'ai répondu à Camille. Magnifique endroit, profitez bien. Elle a envoyé un emoji avec des cœurs. J'ai éteint le téléphone et me suis couché. Demain serait un nouveau jour, avec de nouvelles découvertes, de nouvelles décisions. Mais une chose était certaine, il n'y avait plus de retour en arrière possible. Cette histoire ne se terminerait que par un divorce, et je ferai tout pour en sortir avec un minimum de pertes. Les jours suivants se sont écoulés dans un rythme frénétique. Le jour, travail au garage. Le soir, étude des conversations. La nuit, insomnie et pensées obsédantes sur la marche à suivre. Je collectais méthodiquement les preuves, réalisant des captures d'écran, sauvegardant tout dans le cloud. Photos de Camille avec différents hommes dans des restaurants luxueux. Elle en robe de soirée, lui en costume, tenant sa main. Autre photo, elle sur un yacht, à côté d'un arabe âgé avec un cigare. Une troisième, dans une chambre d'hôtel, en peignoir, champagne et fruits sur la table. J'analysais chaque détail, date, lieu, montant des virements après chaque rencontre. Le système était simple et rodé. 2 jours de travail intensif, 3 jours de repos. Durant les jours actifs, 2 à 3 rendez-vous, chacun rapportant entre 1000 et 3000 $. Les jours de repos, elle se promenait réellement dans la ville, faisait du shopping, se photographiait devant les monuments. Ces photos,
Elle me les envoyait ensuite, les faisant passer pour des vacances touristiques ordinaires avec son amie. Je comprenais maintenant pourquoi elle revenait toujours satisfaite, reposée, bronzée. Parce que 3 jours sur 5, elle se détendait vraiment avec l'argent gagné, des sommes que je n'aurais même pas pu imaginer. En 2 semaines à Dubaï, elle gagnait plus que moi en 3 mois de travail au garage. Et mon entreprise générait pourtant de bons revenus. Mardi matin, Antoine a appelé, la voix agitée. « Chef, on a un problème. Le fisc est là. Contrôle fiscal. » Je me suis habillé à toute vitesse. J'ai foncé au garage. 2 inspecteurs fouillaient déjà dans les documents, vérifiant factures, tickets de caisse, contrats avec les fournisseurs. Ils exigeaient tout ce qui concernait les 3 dernières années. Je savais que j'étais en règle. Ma comptabilité était tenue par une professionnelle. Je payais mes impôts scrupuleusement. Tous les documents étaient en ordre. Mais le simple fait du contrôle était inquiétant. Le fisc ne débarque pas sans raison. Quelqu'un devait avoir lancé une alerte, déposé une plainte, signalé des irrégularités supposées. Pendant que les inspecteurs travaillaient, j'ai appelé Manon, ma comptable. « Tout est absolument en ordre, Olivier. Il ne devrait y avoir aucune objection. Pouvez-vous venir m'aider à gérer ça ? J'arrive dans une demi-heure. » Elle est arrivée rapidement, s'est assise avec les inspecteurs, a expliqué chaque chiffre des rapports. À midi, le contrôle était terminé. Les inspecteurs n'avaient rien trouvé. Ils ont rédigé un procès-verbal, aucune infraction constatée. Je les ai raccompagnés jusqu'à leur voiture. J'ai posé la question directement. Qui a signalé ce contrôle ? L'inspecteur principal a haussé les épaules. C'est confidentiel. Mais je peux vous dire qu'une plainte anonyme prétendait que vous utilisiez des pièces illégales sans les enregistrer en caisse. Je suis retourné dans mon bureau et j'ai immédiatement compris. Julien. C'était son œuvre. D'abord la tentative d'achat, puis la tentative de débauche d'Antoine. Maintenant, une dénonciation fiscale. Schéma classique pour étouffer un concurrent. Il voulait me créer des problèmes, me forcer à stresser, à perdre du temps et de l'argent avec les autorités de contrôle. Et ensuite, quand je serais épuisé et prêt à abandonner, il proposerait un rachat à prix cassé. J'ai appelé Mathieu, lui ai raconté le contrôle fiscal. Putain, ce Julien dépasse les bornes, il faut riposter. Trouve des infos sur lui, cherche ses faiblesses. Tu as raison, s'il veut jouer sale, je ne vais pas me gêner non plus. Le soir, Camille a envoyé une nouvelle photo. Elle avec Sophie dans un restaurant somptueux. Table couverte de plats raffinés, verre de vin. Légende, Sophie m'offre un dîner dans le meilleur restaurant de la ville. J'ai agrandi la photo, examiné l'arrière-plan. Le décor me semblait familier. J'ai fouillé dans le vieux téléphone, trouvé la conversation avec la coordinatrice. Il y avait une photo de ce même restaurant, avec l'adresse et l'heure du rendez-vous. Date, aujourd'hui, heure, il y a 2 heures. Donc Camille ne dînait pas avec son amie. Elle était en rendez-vous avec un client. La photo avait été prise à l'avance pour me tromper. Ou alors c'était une vieille photo qu'elle gardait spécialement pour ce genre d'occasion. Sophie était une vraie personne, mais pas une amie. Plutôt une collègue de travail qui l'aidait à créer l'illusion de vacances innocentes. J'ai regardé l'heure. Chez moi, c'était le soir, là-bas. Tard dans la nuit, heure locale. Elle était en rendez-vous, divertissant un énième client fortuné. Dans quelques heures, elle m'écrirait un message tendre avant de dormir. Elle dirait qu'elle était fatiguée mais heureuse, qu'elle me manquait, qu'elle avait hâte de rentrer. Et je lirais ces messages en connaissant la vérité. Le lendemain, j'ai commencé à chercher des informations sur Julien. J'ai appelé des connaissances dans le secteur automobile, demandant ce qu'ils savaient sur les garages de Julien. L'un d'eux, Raphaël, propriétaire d'un petit atelier à l'autre bout de la ville, m'a raconté une histoire intéressante. « Écoute, Julien achète des pièces détachées par des circuits parallèles, sans déclaration en douane. Il économise sur les taxes, vend moins cher que ses concurrents. C'est comme ça qu'il s'étend. Tu as des preuves ? Moi non, mais je connais quelqu'un qui pourrait t'aider. » J'ai insisté pour avoir un contact. Raphaël a hésité, visiblement nerveux. « C'est risqué, Olivier, je ne veux pas d'ennui. Julien essaie de me détruire. Il a lancé une dénonciation fiscale contre moi. J'ai besoin de me défendre. » Il a soupiré longuement. « D'accord, je comprends. J'ai vécu la même chose. Appelle Mathieu. Il a travaillé pour Julien, mais il est parti après un gros conflit. » J'ai appelé ce Mathieu le soir même.
Nous avons convenu de nous rencontrer en terrain neutre. Rendez-vous dans un centre commercial, à la zone de restauration. Mathieu était un homme d'une quarantaine d'années, visage fatigué, regard nerveux. Il s'est assis en face de moi, jetant des coups d'œil autour de lui. J'ai travaillé pour Julien pendant 2 ans. J'en ai vu des choses, crois-moi. Raconte-moi. Les pièces illégales, ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Il y a aussi des commandes frauduleuses. On remplace des pièces d'origine par de la camelote chinoise, mais on facture le prix des vrais. Il y a des pots de vin avec les fournisseurs et des arrangements avec certains fonctionnaires qui couvrent son business. Mon cœur battait plus vite. Tu as des preuves ? Il a hoché la tête. Avant de partir, j'ai copié plein de documents. Échange de messages, factures, tout. Je les garde au cas où. Je peux te les acheter ? Garde ton argent, a-t-il dit fermement. Je ne sais pas ça pour l'argent. Je veux juste que Julien paye pour ce qu'il a fait. Je t'envoie les fichiers par mail d'ici 24 heures. Je suis rentré chez moi avec le sentiment que les choses progressaient enfin. Maintenant, j'avais un levier contre Julien. S'il ne me lâchait pas, j'utiliserais ces documents. Je les transmettrais aux impôts, aux procureurs, partout où il fallait. Ils verraient ce que c'était que de se défendre contre des contrôles. Camille a appelé tard dans la soirée, racontant une nouvelle excursion, cette fois en montagne. Sa voix était fatiguée, mais joyeuse. C'était magnifique, Olivier. Les paysages, l'air pur, tu aurais adoré. J'ai marmonné, à peine attentif. Je parcourais en parallèle les fichiers que Mathieu venait d'envoyer. Copie de factures pour des pièces détachées chinoises sans déclaration douanière. Capture d'écran d'échanges entre Julien et ses fournisseurs discutant de pots de vin et de circuits parallèles. Photo d'un entrepôt rempli de cartons contenant des contrefaçons de marques connues. J'ai tout sauvegardé sur une clé USB, fait plusieurs copies. J'en ai confié une à Mathieu, mon ami. Maintenant, j'avais une arme. Il ne restait plus qu'à attendre le bon moment pour l'utiliser. Plus que 3 jours avant le retour de Camille, j'ai commencé à me préparer mentalement, juridiquement, psychologiquement. Je savais que la confrontation était inévitable et je voulais être prêt à tout. Je répétais la conversation dans ma tête, choisissant mes mots, anticipant ses réactions. Elle nierait, pleurerait, m'accuserait, se justifierait. Je devais rester ferme, calme, cohérent. J'ai appelé Mathieu, mon ami. Je vais tout lui dire dès son retour. Écoute-moi bien, Olivier. Laisse-moi te trouver un détective privé, des preuves officielles pour le tribunal. Non, j'ai déjà assez de preuves. Le téléphone avec les conversations, les captures d'écran des comptes, les photos, ça suffira pour prouver ses mensonges et ses revenus cachés. Attention, a prévenu Mathieu. Camille n'est peut-être pas aussi démunie que tu le penses. Si elle a 15 000 € de côté, c'est qu'elle planifie. Elle a peut-être déjà consulté un avocat, préparé un divorce. J'ai réfléchi. Effectivement, une femme qui menait une double vie depuis 1 an devait avoir calculé les risques. Avait-elle un plan en cas de découverte ? Le soir, j'ai revu tous les documents concernant l'appartement et le garage. L'appartement acheté il y a 6 ans, à nos 2 noms. Apport initial, nos économies communes. Crédit remboursé ensemble. Selon la loi, en cas de divorce, partage à parts égales. Le garage ouvert il y a 7 ans avec l'argent de mon père. Acte de donation en ma possession. Donc, ma propriété personnelle, reçue en don avant que l'entreprise ne génère des profits. Camille ne pourrait réclamer qu'une part des bénéfices réalisés pendant le mariage, mais pas l'entreprise elle-même. J'ai rappelé Maître Moreau pour clarifier les détails. L'acte de donation pour l'argent d'ouverture du garage est un argument solide, a-t-elle confirmé. Le tribunal peut reconnaître le garage comme votre propriété personnelle. Mais les bénéfices générés pendant le mariage sont considérés comme des biens communs. Il faudra les dissocier. Comment procéder ? Commandez une évaluation indépendante de la valeur de votre entreprise. Nous devons savoir de quelle somme nous parlons. Le lendemain, je me suis rendu dans un cabinet d'expertise. J'ai commandé une évaluation du garage. Ce sera prêt dans 1 semaine. Parfait. J'ai payé la compte. Il ne restait plus qu'à attendre. Julien a appelé dans l'après-midi. Alors, Olivier,
Tu as réfléchi à mon offre de partenariat? Je pèse encore le pour et le contre, j'ai répondu évasivement. Dépêche-toi, l'offre est limitée dans le temps. Dans une semaine, les conditions pourraient changer. J'ai senti la pression dans sa voix. Il précipitait les choses, il préparait quelque chose. Je te donne ma réponse dans les prochains jours. J'ai raccroché. Après le déjeuner, Antoine est venu me voir, l'air soucieux. Chef, il y a un truc bizarre. Une voiture aux vitres teintées tourne autour du garage. Ça fait 3 jours. Elle se gare, reste 10 minutes, puis repart. Tu crois que ce sont les âmes de Julien? Je pense qu'ils nous surveillent. Ils collectent des infos. Note le numéro d'immatriculation s'ils reviennent. Compris. Le soir, j'ai commencé à ranger la maison. Je préparais le retour de Camille, mais différemment. Avant, j'achetais des fleurs, préparais son plat préféré, allumais des bougies. Cette fois, j'ai simplement nettoyé. Aucun geste romantique. Elle devrait se contenter du fait que je vienne la chercher à l'aéroport. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Allongé, fixant le plafond, pensant à tout ce qui avait changé en 2 semaines. Il y a seulement 14 jours, j'étais un mari ordinaire et heureux, avec une femme aimante et une entreprise prospère. Nous faisions des projets d'enfants, rêvions d'agrandir l'appartement, discussions des vacances d'été. Et maintenant, je me préparais au divorce et au partage des biens. Le lendemain matin, je suis arrivé tôt au garage. Beaucoup de travail. 3 voitures en réparation, 2 autres en diagnostic. Je me suis plongé dans le travail, tentant de chasser Camille de mes pensées. Antoine est venu me voir à l'heure du déjeuner. « Chef, cette voiture est revenue. » Je suis sorti. Une berline noire était garée à 100 mètres de l'entrée. Je me suis approché. La voiture a démarré brutalement et a disparu. J'ai noté le numéro par précaution. J'ai appelé un contact à la police, lui demandant de vérifier l'immatriculation. Il m'a rappelé 1 heure plus tard. Le véhicule est enregistré au nom d'une société qui possède une chaîne de garage automobile. Le propriétaire est Julien. Mes soupçons se confirmaient. Julien me faisait surveiller, collecter des informations. Pourquoi? Cherchait-il du matériel compromettant? Ou simplement voulait-il me faire pression psychologiquement, me montrer qu'il contrôlait la situation? Le soir, j'ai continué à fouiller dans les affaires de Camille. Dans un vieux sac que n'utilisais plus, j'ai trouvé des reçus. Vêtements de luxe de boutiques de Dubaï, robes, chaussures, sacs, montant total dépassant 4 000 €. Je n'avais jamais vu ces articles sur elle. Elle devait les cacher quelque part, chez une amie peut-être, ou dans un garde-meuble. Un reçu en particulier a attiré mon attention. Sac de grande marque, 2 500 €. Date d'achat, novembre dernier, exactement pendant son premier voyage à Dubaï. Je me suis souvenu qu'à son retour, elle avait effectivement un nouveau sac, mais elle m'avait dit l'avoir acheté en solde ici, dans notre ville, pour 200 €. J'avais cru, sans vérifier. Le sac coûtait en réalité plus de 10 fois ce prix et avait été acheté à Dubaï. Julien a appelé. Cette fois, le ton était plus dur. « Olivier, ma patience a des limites. Si tu ne prends pas de décision dans les prochains jours, je trouverai d'autres moyens d'étendre mon activité. J'ai des relations à la mairie. Je peux influencer l'obtention de tes permis et licences. » J'ai senti la menace, mais je suis resté calme. « Donne-moi jusqu'à la fin de la semaine. »« C'est ton dernier délai, » a-t-il prévenu sèchement. J'ai raccroché avec un sourire ironique. Julien ignorait que j'avais déjà des éléments compromettants sur lui. Les documents de Mathieu étaient une bombe capable de détruire son empire. Il suffisait de choisir le bon moment pour la faire exploser. Mais c'était trop tôt. D'abord régler le problème Camille, ensuite m'occuper de Julien. Demain, son vol. J'avais préparé une pancarte avec son prénom, comme dans les films. Je l'accueillerais comme une épouse chérie absente pendant 2 semaines. Je la prendrais dans mes bras, l'embrasserais, demanderais des nouvelles de ses vacances. Et puis, à la maison, je déballerais tout. Je voulais voir sa réaction quand elle comprendrait que je savais. Entendre comment elle se justifierait, mentirait, tenterait de s'en sortir. Et ensuite, simplement lui dire de faire ses valises et de partir. Le temps des jeux était terminé. Le jour est arrivé. Je me suis levé tôt, bien que je n'ai presque pas dormi. Café,
rasage, habillage. Je me suis regardé dans le miroir, un homme ordinaire, fatigué, des cernes sous les yeux, mais déterminé. J'ai pris la pancarte préparée la veille au soir. Camille, écrit en grandes lettres, comme dans les films quand on accueille des invités importants. Sauf que maintenant, cette pancarte n'était plus un geste d'amour, mais le symbole que je savais tout et que j'étais prêt pour la conversation. Je suis arrivé à l'aéroport 1 heure avant l'atterrissage. Le vol avait 20 minutes de retard. Je me tenais dans la zone d'accueil, pancarte en main, regardant le tableau d'affichage. Autour de moi, des gens avec des fleurs, des ballons, des visages joyeux, des embrassades. Et moi, je restais là, attendant. À l'intérieur, le vide. Un calme détaché, comme si j'étais un acteur jouant le rôle du mari aimant. Enfin, les passagers ont commencé à sortir. D'abord des hommes d'affaires avec leurs valises, puis des touristes, des familles avec enfants. Et la voilà, Camille, bronzée, dans une robe légère, un énorme sac neuf à l'épaule, cheveux détachés, sourire aux lèvres. Elle m'a vu avec la pancarte, a éclaté de rire, m'a fait signe, s'est approchée, m'a enlacé, embrassé sur les lèvres. « Mon chéri, tu m'as tellement manqué. » Je l'ai serré contre moi, sentant ce parfum inconnu, cher, capiteux. Elle bavardait à propos du vol, disait qu'elle était épuisée, heureuse de me revoir. J'ai pris sa valise, l'ai guidée vers la voiture. En chemin, je l'observais discrètement. Nouvelle montre au poignet, visiblement coûteuse. Le sac que j'avais vu sur le reçu, 2500 €. Boucle d'oreille que je ne connaissais pas. Elle ressemblait à une femme revenue de vacances luxueuses, ce qui, en un sens, était vrai. Sauf que ces vacances n'avaient pas été payées par son salaire de bureau, mais par quelque chose de totalement différent. Sur le trajet, elle parlait de Dubaï, de la chaleur, des gratte-ciel, de la mer. Sophie m'a emmené partout, dans les meilleurs endroits. Spa, massage, restaurants incroyables, c'était magique. J'écoutais, hochant la tête, posant occasionnellement des questions. Elle répondait avec enthousiasme, pleine de détails. Soit elle avait vraiment fait tout cela pendant ses jours de repos entre les rendez-vous avec les clients, soit elle avait parfaitement mémorisé son histoire. L'excursion dans le désert était fabuleuse. On a roulé en jeep sur les dunes, on a regardé le coucher du soleil. Et ce centre commercial avec l'aquarium géant où nagent les requins. Et les fontaines devant la tour la plus haute du monde qui danse sur la musique. Tout cela sonnait magnifiquement, romantiquement. Mais je connaissais l'envers du décor. Je savais qu'entre ces excursions, elle rencontrait des hommes contre de l'argent. Et Sophie, elle n'était pas trop fatiguée de recevoir? Oh, Sophie est infatigable, une énergie incroyable. Elle peut sortir 3 jours d'affilée sans dormir. J'ai hoché la tête, pensant à cette blonde sur les photos. Je me demandais si elle travaillait aussi pour la même agence ou si elle était vraiment juste une amie au courant de la double vie de Camille, l'aidant à couvrir ses mensonges. Nous sommes arrivés à la maison. Elle s'est précipitée vers la douche. Je veux me débarrasser de la fatigue du voyage. Je suis resté dans la cuisine. J'ai mis la bouilloire en marche. Mes mains tremblaient légèrement. Je savais que le moment crucial approchait. La conversation que j'attendais depuis 2 semaines. J'ai sorti du placard son vieux téléphone, l'ai posé sur la table. Toute l'information était là. Toutes les preuves. Conversation, photos, montant, date. Tout ce qu'il fallait pour une confrontation totale. Pendant que l'eau coulait dans la salle de bain, je répétais mentalement la conversation à venir. Comment commencer? Droit au but ou progressivement? Montrer le téléphone ou d'abord lui laisser l'opportunité de mentir encore une fois? J'ai décidé d'improviser selon sa réaction. Camille est sortie de la douche 20 minutes plus tard, en peignoir, cheveux mouillés. Elle s'est assise face à moi, a pris une tasse de thé et a souri. J'ai tellement besoin de la maison, de toi, de notre lit. Moi aussi, j'ai répondu mécaniquement. Et les cadeaux? Elle s'est animée, a couru dans la chambre et revenue avec des sacs. T-shirt avec inscription, magnette pour le frigo, porte-clés. Des babioles touristiques achetées dans les boutiques de souvenirs. Puis elle a montré ses propres achats. Un sac en cuir plus petit avec des accessoires dorés. Une montre fine, élégante, visiblement coûteuse. Des boucles d'oreilles avec des pierres qui brillaient à la lumière.
Sophie a insisté pour que je m'achète quelque chose de beau en souvenir. Elle m'a offert une journée shopping pour me remercier de ma visite. On a fait toutes les boutiques, essayé des centaines de choses avant de trouver le parfait. J'écoutais en regardant ces objets. Je connaissais leur prix réel. Je savais d'où venait l'argent. J'ai pris le sac dans mes mains, l'ai examiné. Qualité excellente, cuir souple, couture régulière, accessoires lourds. Produit de marque authentique, pas une contrefaçon. Combien ça coûte ? Camille a hésité une seconde. Environ 600 €. On l'a trouvé dans un outlet avec une réduction. Sophie m'a aidé à choisir. J'ai hoché la tête, posé le sac sur la table. J'ai sorti mon téléphone, ouvert la galerie, trouvé la photo du reçu prise quelques jours plus tôt. Je lui ai tendu le téléphone. Ce sac coûte 2500 €, acheté dans une boutique du centre de Dubaï. Je lui ai montré la date sur le reçu, le nom du magasin. Camille a pris le téléphone, regardé l'écran. Son visage est devenu livide. Elle a ouvert la bouche pour dire quelque chose, mais je ne lui ai pas laissé le temps d'inventer un nouveau mensonge. J'ai sorti du tiroir de la table son vieil iPhone à l'écran fissuré. Je l'ai posé à côté des tasses. Je l'ai trouvé en faisant le ménage, sur l'étagère du haut du placard. Je l'ai allumé par hasard. J'y ai vu des choses très intéressantes. Elle a saisi le téléphone de ses mains tremblantes, a appuyé sur le bouton. L'écran s'est allumé. Je voyais son regard parcourir les icônes des applications, comprendre exactement ce que j'avais découvert. Son visage est devenu complètement blanc. Ses lèvres ont tremblé. Elle a commencé à parler de façon confuse, bredouillant. Ce n'est pas ce que tu crois. Il y a une erreur, un malentendu. Je peux tout expliquer. J'ai levé la main pour l'arrêter. J'ai dit calmement, sans crier. J'ai tout vu. Les conversations avec l'agence Luxure, les photos en robe de soirée avec des hommes dans des restaurants, les plannings de rendez-vous, 2 jours de travail, 3 jours de repos, les montants des virements après chaque rencontre. Je sais tout sur la coordinatrice appelée K. Je connais l'existence du compte secret avec 15 000 € dessus. Camille a caché son visage dans ses mains. Ses épaules ont tremblé. Elle a commencé à pleurer doucement, sans hystérie. Les larmes coulaient entre ses doigts, tombées sur la table. Elle est restée ainsi 1 minute, peut-être 2. Je la regardais simplement, attendant. Je ne ressentais aucune pitié, seulement du vide et de la fatigue. Puis elle a levé la tête, essuyé ses larmes du revers de la main, m'a regardé avec des yeux rouges. Oui, c'est vrai, mais tout n'est pas comme tu le penses. C'était seulement quelques fois, littéralement quelques voyages. Les circonstances m'ont forcé. Je ne voulais pas, mais je n'avais pas le choix. Quel choix ? J'ai explosé. Quelles circonstances pourraient forcer une femme mariée à faire de l'escorte dans un autre pays ? Nous avons un revenu normal. Je ne t'ai jamais refusé d'argent. Nous vivons bien. Qu'est-ce qui a pu se passer pour que tu te vendes ? Elle restait silencieuse, fixant la table. Ses doigts tripotaient nerveusement le bord du peignoir. Je voyais qu'elle pesait ses mots, cherchant comment présenter l'information pour paraître moins coupable. « Réponds !» J'ai haussé la voix. « Mentir ne sert plus à rien. Je sais déjà tout. Sois au moins honnête maintenant. » Et alors, elle a raconté. Il y a 1 an, une amie de l'université l'avait appelée, Manon. Elle ne s'était pas parlé depuis 5 ans, mais soudain, Manon avait réapparu avec une proposition. Elle parlait d'un projet d'investissement générant des profits incroyables, 30% par mois, garantis. Elle montrait des captures d'écran de ses revenus, des relevés bancaires. Elle disait qu'en 6 mois, elle avait gagné plus qu'en 3 ans de travail. Camille s'était intéressée. Elle s'était rencontrée. Manon avait montré une présentation, des contrats, des témoignages d'autres investisseurs. Tout semblait sérieux, professionnel. Bureau au centre-ville, manager en costume, brochure luxueuse. Quel est le piège ? Où sont les risques ? Avait demandé Camille. Manon l'avait rassuré. Aucun risque. Le projet fonctionnait depuis 2 ans. Des milliers de personnes investissaient et récupéraient leurs bénéfices. Camille avait décidé de se lancer. Elle avait pris nos économies communes. 12 000 €. L'argent que nous avions économisé pendant 3 ans. Mis de côté à chaque salaire, nous privant de certaines choses, planifiant de le dépenser pour agrandir l'appartement et pour un enfant.
Elle l'avait retiré du compte sans me dire un mot et l'avait transféré dans ce fonds d'investissement. Les 2 premiers mois, tout s'était déroulé parfaitement. Elle recevait les intérêts, 30% mensuels comme promis. Elle était ravie, calculait les profits futurs, envisageait d'investir encore plus. Elle pensait qu'en 6 mois, elle récupérerait les 12 000 € avec presque 15 000 de profit net. Elle imaginait me surprendre, me montrer les résultats. Nous achèterions une voiture plus grande, partirions en vacances à l'étranger. Le 3e mois, les paiements ont été retardés. Les managers expliquaient cela par des problèmes techniques avec le système bancaire. Demandaient d'attendre une semaine. Camille avait attendu. Une semaine plus tard, le bureau avait fermé. Les téléphones ne répondaient plus. Le site avait été supprimé. Manon avait disparu. Elle ne décrochait pas, avait bloqué Camille sur les réseaux sociaux. Camille avait compris qu'elle était tombée dans une arnaque pyramidale classique. 12 000 € évanouis. Toutes nos économies. 3 ans de travail, de projets, d'espoir. Camille avait essayé de retrouver Manon, s'était rendue à différentes adresses, avait déposé plainte à la police. Rien. La police avait dit qu'il y avait des centaines de plaintes similaires. Pyramide International, organisateur depuis longtemps à l'étranger, pratiquement aucune chance de récupérer l'argent. Elle était restée à la maison 2 semaines, ne sachant que faire. Elle avait peur de m'avouer, imaginer ma réaction, les cris, les accusations. Elle savait qu'elle détruirait toute confiance, tous nos projets. Nous voulions essayer d'avoir un enfant, mais avions reporté jusqu'à avoir une sécurité financière. Maintenant, cette sécurité n'existait plus, et avouer signifiait la fin de tous nos plans. Elle cherchait des moyens de gagner rapidement de l'argent, envisageait des crédits, mais les montants n'étaient pas suffisants. Personne ne prêterait 12 000 € sans garantie. Elle avait pensé demander à ses parents, mais ils n'avaient pas cette somme. Mon père, oui, mais comment expliquer un tel besoin ? Il aurait posé des questions et la vérité aurait fini par éclater. Alors elle avait cherché sur Internet des options non conventionnelles. Elle était tombée sur un forum où des filles discutaient de travail d'escorte à l'étranger. Elle lisait des histoires de filles gagnant plusieurs milliers de dollars par semaine, s'envolant pour Dubaï, la Turquie, rencontrant des hommes riches, recevant cadeaux et argent. Tout anonyme, sécurisé. Personne dans leur ville natale ne saurait. Camille avait réfléchi pendant plusieurs jours, pesant le pour et le contre. Cela semblait une solution simple. Quelques voyages, 1 ou 2 mois de travail, et la dette serait effacée. Ensuite, retour à la vie normale. Personne ne saurait rien. Elle avait écrit à une agence trouvée sur ce forum, l'agence Luxure, spécialisée dans l'escorte de luxe à Dubaï. On l'avait invitée à un entretien en ligne. La coordinatrice, une femme d'une 40aine d'années, avait expliqué les règles. Photos récentes nécessaires, certificat médical, disponibilité pour des voyages de 2 semaines. Planning, 2 jours de rendez-vous, 3 jours de repos. Les clients payaient entre 1 000 et 5 000 $ par rencontre selon la demande. L'agence prenait 20% de commission, tout confidentiel, aucune trace, paiement en liquide ou sur compte étranger. Camille avait accepté. Photos professionnelles, passeport, examen médical. Elle avait inventé une légende pour moi. L'amie Sophie, vivant à Dubaï, l'invitant. J'avais cru, sans vérifier. Pourquoi pas ? Ma femme méritait des vacances. Qu'elle se repose avec son ami. Le premier voyage avait eu lieu en novembre. Camille admettait avoir eu peur. Elle était arrivée, avait rencontré la coordinatrice, reçu les instructions. Premier rendez-vous. Homme d'affaires européen, la 50aine. Dîner au restaurant, conversation, puis chambre d'hôtel. Elle avait reçu 2 000 $. Deuxième rendez-vous, 2 jours plus tard. Un Arabe, pas jeune, généreux. 3 000 $, plus des cadeaux. En 2 semaines, elle avait eu 8 rendez-vous, gagné 17 000 $. Moins la commission de l'agence, 13 500 net. Plus de 15 000 € au taux de change de l'époque. Elle était rentrée. Je l'avais accueillie à l'aéroport avec des fleurs. Elle m'avait embrassé, parlé de ses vacances, pensant au nombre de voyages encore nécessaires pour effacer complètement la dette. 2e voyage en février, sous prétexte d'un déplacement professionnel. 3e en avril, encore chez Sophie. En 3 fois, elle avait gagné environ 20 000 $. Une partie donnée à Manon, qui avait finalement refait surface pour exiger le remboursement.
Il s'avérait qu'elle-même avait pris un crédit pour cet argent et réclamait maintenant. Le reste déposé sur un compte ouvert spécialement, caché de moi. Camille racontait tout cela en pleurant. Je détestais chaque seconde. Je me sentais sale, utilisé. Après chaque rencontre, je restais sous la douche pendant 1 heure, essayant de laver le contact de mains étrangères. La seule chose qui me maintenait, c'était l'idée que c'était temporaire, que ça finirait bientôt et que je pourrais retourner à une vie normale. Elle planifiait encore 1 ou 2 voyages, atteindre la somme nécessaire et arrêter définitivement. Elle voulait ensuite m'avouer la perte d'argent, dire qu'elle avait pris un crédit et remboursé, inventer une histoire. L'essentiel était de reconstituer nos économies et continuer à vivre comme avant. Mais j'avais trouvé le téléphone, et tous ses plans s'étaient effondrés. Je restais assis, écoutant. Je sentais tout bouillonner à l'intérieur. Colère, blessure, déception. Tout mélangé en une boule coincée dans ma gorge, m'empêchant de respirer. 12 000 euros. 3 ans de notre vie, de nos projets. Elle les avait jetés dans une pyramide sans même me consulter. Et ensuite, au lieu d'avouer, elle avait décidé de se rembourser par l'escorte. Comment as-tu pu coucher avec des inconnus pour de l'argent, sachant que ton mari t'attendait à la maison? Comment as-tu pu m'embrasser, faire l'amour avec moi après ce que tu faisais là-bas? Camille a caché son visage dans ses mains. Je comprends ta colère, mais je n'avais pas le choix. Il fallait récupérer l'argent, sinon tout aurait été découvert et tu m'aurais quitté de toute façon. Je me suis levé de table, marchant dans la cuisine, serrant et desserrant les poings. Le choix était d'avouer immédiatement. Nous aurions trouvé une solution ensemble. On aurait pris un crédit. J'aurais emprunté à mon père sous n'importe quel prétexte. On se serait débrouillé. Mais toi, tu as choisi le mensonge. Tu as choisi de me trahir, de me tromper, de vivre une double vie. 1 an, toute une année tu m'as menti. Camille est tombée à genoux devant moi, au milieu de la cuisine. Elle a saisi mes mains, implorant mon pardon, suppliant pour une seconde chance. Je te jure que plus jamais, c'était une énorme erreur, je n'aime que toi. Je vais rembourser tout l'argent, aller voir un psychologue, faire tout ce que tu voudras. Mais ne pars pas, ne m'abandonne pas, ne détruis pas 10 ans de mariage. J'ai dégagé mes mains, reculé, les regardé de haut. À genoux, en larmes, mascara coulé sur les joues. La femme avec qui j'avais vécu 10 ans, fait des projets, rêvé d'enfants. Voilà ce qu'il en restait. Fais tes valises, j'ai dit calmement, presque froidement. J'ai besoin de temps pour réfléchir, décider de la suite. Je ne peux pas vivre sous le même toit que toi après ce que j'ai appris. Elle a tenté de protester. On doit discuter, trouver une solution ensemble. Il n'y a rien à discuter. Les faits sont sur la table, tu as tout avoué. Maintenant, c'est à moi de décider quoi faire. Va chez ta mère, je t'appellerai quand je serai prêt à parler. Camille s'est lentement relevée, a essuyé ses larmes, a demandé doucement. 10 ans ne signifie vraiment rien? Tu es prêt à tout jeter à cause d'une seule erreur? Ma réponse a été brutale. Ce n'est pas une seule erreur, c'est une série de décisions conscientes. Perdre l'argent dans une arnaque, c'est de la stupidité. Me le cacher, c'est de la tromperie. Aller faire de l'escorte, c'est de la trahison. 3 voyages, des dizaines de rendez-vous, une année entière de mensonges constants. Ce n'est pas une erreur. C'est un choix que tu as fait chaque jour. Elle est partie dans la chambre. 40 minutes plus tard, elle est ressortie avec une valise. Yeux rouges et gonflés, visage sans maquillage, cheveux en désordre. Vieux t-shirt et jean, aucun glamour, aucune tenue luxueuse. Juste une femme fatiguée, brisée. J'ai appelé un taxi. Nous sommes restés dans l'entrée en silence, évitant de nous regarder. Quand la voiture est arrivée, le chauffeur a klaxonné. Camille a pris sa valise, s'est approchée de la porte, s'est retournée vers moi. Une dernière fois, elle a voulu dire quelque chose. Ses lèvres bougeaient, mais aucun son ne sortait. Je suis resté silencieux, ne lui donnant aucun espoir de réconciliation. Elle a hoché la tête, est partie. La porte s'est fermée dans un clic discret. Je me suis adossé au mur. J'ai lentement glissé jusqu'au sol,
Me suis assis dans l'entrée. Le silence pesait sur mes oreilles. Appartement vide, vie vide. 10 ans de mariage terminés en une soirée. Je suis resté ainsi 10 minutes, puis je me suis levé, suis allé à la cuisine. Sur la table, les tasses de thé refroidies. Son vieux téléphone, les documents, les reçus. J'ai tout rassemblé dans un dossier, rangé dans un tiroir. Je ne voulais plus voir ça. J'ai appelé Mathieu, lui ai raconté brièvement. Ma femme a tout avoué, je l'ai mise dehors. Je me prépare au divorce. Mathieu a écouté en silence, puis a dit « Tu as bien fait. Tu veux que je vienne ? On peut passer la soirée ensemble. » « Non merci, je veux être seul. »« D'accord. Tiens bon. Appelle-moi si tu as besoin de quoi que ce soit. » Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Allongé dans le lit, fixant le plafond, pensant à l'avenir. Le divorce était inévitable, c'était clair. Mais ensuite commençait le plus compliqué, le partage des biens. L'appartement, le garage, l'argent. Camille ne lâcherait pas facilement. Elle avait maintenant les moyens de s'offrir un bon avocat. Elle se battrait pour chaque euro. J'avais besoin d'une stratégie, d'un plan précis, d'un solide soutien juridique. Le matin, je me suis levé épuisé, mais l'esprit clair. Douche, café, direction le travail. Antoine a vu mon visage, a compris que quelque chose de grave était arrivé. « Tout va bien, chef ?» Problème personnel, rien de critique pour le business. Il a hoché la tête, n'a pas insisté. Un type bien, qui comprend les limites. Le travail me distrayait. Mes mains effectuaient les gestes habituels. Vérification des freins, vidange, diagnostic de suspension. Ma tête s'éclaircissait progressivement, les émotions reculaient. À midi, je pouvais déjà penser rationnellement, planifier les prochaines étapes. Premièrement, l'avocat. Deuxièmement, les documents. Troisièmement, les finances. Il fallait agir vite, avant que Camille ne me devance. J'ai appelé Maître Moreau, pris rendez-vous. Je lui ai dit que j'étais prêt à lancer officiellement la procédure de divorce. J'avais besoin d'une consultation sur le partage des biens. Elle m'a donné rendez-vous après-demain, m'a demandé d'apporter tous les documents sur l'appartement, l'entreprise, les relevés bancaires. J'ai promis de tout préparer. Le soir, je me suis retrouvé seul à la maison. Un silence inhabituel. D'habitude, Camille préparait le dîner, mettait de la musique ou la télévision. Maintenant, seulement le tic-tac de l'horloge et le bruit du réfrigérateur. J'ai commandé à manger. J'ai mangé en fixant le mur. Je comprenais que c'était ma vie maintenant, au moins pour un temps, jusqu'au divorce, jusqu'au partage de tout, jusqu'à ce que je recommence à vivre. Mon téléphone a vibré. Message de Camille. Elle demandait si j'avais réfléchi, si on pouvait parler. Je n'ai pas répondu. Il n'y avait rien à discuter. Tout avait été dit. Maintenant, seulement les avocats, le tribunal, la paperasse. La partie émotionnelle s'était terminée au moment où j'avais trouvé son vieux téléphone et découvert la vérité. Le rendez-vous avec Maître Moreau était fixé à 10h du matin. Je suis arrivé 15 minutes en avance, me suis assis dans la salle d'attente, triant mes documents. Certificat de mariage, acte d'achat de l'appartement, documents constitutifs du garage, acte de donation de mon père, relevé bancaire. Tout classé dans des dossiers pour ne pas m'embrouiller. La secrétaire m'a invité dans le bureau. Maître Moreau était assise derrière un grand bureau. Devant elle, des dossiers ouverts. Elle m'a salué, m'a proposé de m'asseoir, a versé de l'eau d'une carafe. J'ai étalé mes documents devant elle. Elle a commencé à étudier attentivement, prenant des notes, posant parfois des questions de clarification. Quand elle a terminé, elle a posé son stylo et m'a regardé sérieusement. Bon, voyons la situation juridiquement. L'appartement a été acheté il y a 6 ans pendant le mariage, avec de l'argent commun. L'apport initial venait de vos économies communes. Le crédit a été remboursé ensemble. L'appartement est donc considéré comme un bien commun et se divise à parts égales. Peu importe que votre femme ait dépensé une partie des économies dans une arnaque, c'est sa décision personnelle, mais juridiquement, cela ne vous donne pas droit à une part plus importante. Mais l'infidélité, l'escorte, elle a secoué la tête. Le droit français ne tient pas compte des aspects moraux dans le partage des biens. Infidélité, mensonge, trahison, tout cela n'a aucun poids juridique.
Le tribunal ne regarde que les faits de propriété, les documents, la contribution de chaque époux à l'acquisition des biens. Et le garage, là, c'est différent. L'acte de donation de votre père datant d'il y a 7 ans pour 150 000 € est un atout majeur. Cet argent était le vôtre, reçu en donation avant l'investissement dans l'entreprise. Le garage peut donc être reconnu comme votre propriété personnelle. Mais il y a une nuance. En 7 ans, l'entreprise a grandi, sa valeur a augmenté. Les bénéfices réinvestis dans le développement sont considérés comme des biens communs s'ils ont été générés pendant le mariage. Maître Moreau a sorti une calculatrice, a commencé à calculer. Vous avez commandé une évaluation. La valeur actuelle du garage est de 750 000 €. On soustrait les 150 000 € initiaux de votre père, il reste 600 000 € de plus-value. Selon la loi, votre femme peut prétendre à la moitié de cette plus-value, 300 000 €, plus la moitié de l'appartement qui vaut actuellement 600 000 €, encore 300 000. Total, Camille pourrait théoriquement obtenir 600 000 €. J'ai avalé difficilement. Une telle somme me ruinerait. Il faudrait vendre l'entreprise ou contracter un crédit énorme. Y a-t-il un moyen de réduire sa part ? Maître Moreau a réfléchi, puis a mentionné le compte secret de Camille. Les 15 000 € qu'elle n'a pas déclarés, qu'elle a cachés au budget familial, on peut utiliser ça. Voici la stratégie. Lors du partage, nous pouvons exiger la prise en compte de tous les actifs des deux époux, y compris les comptes cachés. Si Camille ne révèle pas ces 15 000 volontairement, nous demanderons au tribunal d'obtenir l'information sur tous ses comptes. Quand ce montant sera découvert, on pourra le déduire lors de la détermination des parts ou exiger de l'exclure du partage, puisque cet argent provient d'une activité qu'elle dissimulait. Quelles sont les chances ? 50-50 pour être honnête. Les tribunaux interprètent ces situations différemment. Certains juges déduiront les revenus cachés. D'autres diront que ça n'affecte pas le partage des actifs principaux. Mais ça vaut le coup d'essayer. L'essentiel est de présenter les documents correctement, rassembler toutes les preuves, construire une argumentation convaincante. Nous avons discuté du plan d'action. D'abord, essayons un règlement à l'amiable. Proposez à Camille une option. Vous rachetez sa part de l'appartement, vous versez une compensation pour sa part dans la plus-value du garage, mais en déduisant ses 15 000 cachés. Le montant total serait d'environ 300 000 au lieu de 600 000. Si elle accepte, parfait, on signe un accord et le divorce se fait rapidement. Sinon, on va au tribunal. Maître Moreau m'a prévenu. Une procédure judiciaire prendra au minimum 6 mois, peut-être plus. Il y aura des audiences, des expertises, des évaluations, des requêtes. Nerfs, temps, argent. Mieux vaut essayer de régler à l'amiable. J'ai accepté, bien que doutant que Camille ferait des concessions. Après notre dernière dispute, elle voudrait difficilement me faciliter les choses. Je suis sorti du bureau avec un sentiment lourd. Je comprenais qu'une longue bataille m'attendait. Le divorce n'est pas qu'une séparation de deux personnes. C'est une guerre bureaucratique où chaque partie essaie d'arracher le maximum. Je me suis installé dans ma voiture, direction le travail. En route, je ressassais les chiffres, les options, les scénarios. Au garage, tout suivait son cours. Antoine et les gars s'occupaient des réparations, les clients arrivaient et repartaient. J'ai essayé de me plonger dans le travail, mais mon esprit était ailleurs. Je sortais constamment mon téléphone, vérifiais mes emails, attendant des nouvelles. À midi, un email de l'avocat de Camille est arrivé. Officiel, sur papier à en-tête. Exigence de fournir des informations complètes sur tous les actifs, comptes, revenus des 7 dernières années. Notification d'intention de déposer une demande de partage des biens communs. Liste des revendications. Moitié de l'appartement en nature ou compensation financière. Moitié de la plus-value de l'entreprise. Compensation pour préjudice moral de 7 500 €. Ce dernier point m'a mis hors de moi. Quel préjudice moral ? C'est moi la victime, pas elle. C'est moi qu'on a trompé pendant 1 an, menti en face, trahi. Ce sont mes projets qui se sont effondrés, mes espoirs brisés. Et elle ose réclamer une compensation pour préjudice moral ? L'audace était hallucinante. J'ai appelé Maître Moreau, transféré l'email. Elle l'a lu et a dit calmement.
Le point sur le préjudice moral est une pratique standard dans ces affaires. Les avocats essaient d'intimider, d'obtenir plus, de faire pression psychologiquement. Au tribunal, ce point sera probablement rejeté. Mais la tentative elle-même montre que Camille est déterminée, prête à se battre pour chaque euro. Nous avons rédigé une réponse, refus d'un partage volontaire selon les conditions proposées par la partie adverse. Contre demande de divulgation complète de tous les revenus et comptes des deux parties, y compris les versements étrangers. Mention de l'existence d'actifs cachés chez la femme devant être prise en compte lors du partage. Disposition à une procédure judiciaire. Maître Moreau a envoyé la lettre à l'avocat de Camille le jour même. Maintenant, il fallait attendre la réaction. Je comprenais qu'un accord amiable était improbable. Camille ne céderait pas. Son avocat maintiendrait sa position. Donc, tribunal. Long, épuisant, coûteux. Le soir, Mathieu a appelé. « Comment ça va ?» Je lui ai raconté la réunion avec l'avocat, la lettre de l'avocat de Camille, les perspectives. Mathieu a juré, a dit que c'était l'enfer, m'a exprimé sa sympathie. « On se voit demain soir ? Bière ? Détente ? » D'accord. Parallèlement, l'histoire avec Julien continuait. Il n'avait pas appelé depuis plusieurs jours après notre dernière conversation où j'avais fait allusion au matériel compromettant. Je pensais qu'il lâcherait prise. Je me trompais. Mercredi matin, Antoine est venu me voir, l'air inquiet. « Chef, hier soir en fermant le garage, j'ai vu 2 types près de l'entrée. Ils étaient juste là, regardant, fumant. Quand je suis sorti, ils ont demandé si on cherchait du personnel. J'ai dit non et leur ai dit de partir. Ils sont partis, mais l'ambiance était tendue. Je me suis méfié. Ça ne ressemblait pas à une simple recherche d'emploi. Probablement des hommes de Julien. Reconnaissance, intimidation, test du terrain. Sois vigilant. Si tu les revois, appelle-moi immédiatement. J'ai décidé d'installer des caméras de surveillance. J'avais reporté ça depuis longtemps. Maintenant, j'avais une bonne raison. J'ai appelé une société de sécurité, commandé l'installation de 4 caméras, à l'entrée, au parking, dans la zone de réparation, au bureau. Il viendrait après-demain. Tout serait fait en une journée. J'ai accepté, payé la compte. Julien a appelé jeudi après-midi. Voix calme, presque amicale. « Olivier, j'ai réfléchi à tes paroles. Je suis prêt à discuter d'un compromis. On pourrait se rencontrer en terrain neutre, parler en adulte, trouver une solution qui convienne aux deux. » J'ai senti le piège, mais j'ai accepté. Nous avons fixé la rencontre pour samedi, dans un café du centre-ville. Après la conversation, je suis resté assis à réfléchir. Julien n'abandonnerait pas comme ça. Il avait des projets ambitieux, des relations, de l'argent. Mon petit garage en périphérie lui était nécessaire pour une raison. Peut-être qu'une route était prévue dans le secteur et qu'il le savait avant tout le monde. Peut-être voulait-il un monopole sur tout le quartier. Dans tous les cas, il ne me laisserait pas tranquille tant qu'il n'aurait pas obtenu ce qu'il voulait. Mais maintenant, j'avais une arme. Les documents de Mathieu, factures de pièces illégales, échanges sur les pots de vin, photos de l'entrepôt avec les contrefaçons. Si Julien dépassait les bornes, je les utiliserais. Je les transmettrais aux impôts, aux procureurs, à la presse, qu'ils se débrouillent avec les contrôles. Le soir, j'ai retrouvé Mathieu au bar. Assis à notre table habituelle, nous avons commandé des bières et des tapas. « Comment tu tiens le coup ?» J'ai haussé les épaules. « Ça va. Le travail me distrait. » Mathieu a secoué la tête. « Tu es fort, mec. Beaucoup se seraient effondrés à ta place. » Je lui ai raconté la situation avec Camille en détail, les demandes de l'avocat, les perspectives du procès. Mathieu écoutait, hochant parfois la tête, jurant à d'autres moments. « Je comprends pourquoi tu ne veux pas pardonner. À ta place, je ne pourrais pas non plus. 10 ans de confiance détruits par une seule décision. » Puis la conversation a dérivé sur Julien. Je lui ai parlé des types louches près du garage, de la rencontre à venir. « Sois prudent avec Julien, a-t-il prévenu. Il est connu pour ses méthodes brutales. Il ne recule devant rien pour atteindre ses objectifs. Emmène quelqu'un avec toi à cette rencontre. » J'ai réfléchi et accepté. « Tu veux venir avec moi ?
sans problème. Nous avons bu une autre bière, parlé de football, de la météo, de banalité, essayant de nous distraire des problèmes, mais dans ma tête tournaient sans cesse les mêmes pensées. Divorce, tribunal, Julien, argent. Ma vie était devenue un stress permanent où chaque jour apportait de nouveaux problèmes. Je suis rentré tard. L'appartement était vide, silencieux. Camille n'avait ni appelé ni écrit depuis 2 jours. Elle restait silencieuse, rassemblant ses forces avant la bataille. Son avocat préparait probablement les documents pour le tribunal, cherchant des failles, imaginant des arguments. Samedi, jour de la rencontre avec Julien. Je me suis réveillé la tête lourde. J'ai bu un café, me suis préparé. Mathieu est passé me chercher à midi. Nous sommes allés au centre. Nous sommes garés près du café. À l'intérieur, Julien était déjà assis à une table près de la fenêtre, seul, consultant son téléphone. Il nous a vus, nous a fait signe, nous a invités à nous asseoir. Nous nous sommes approchés, avons échangé des salutations. Julien a commandé 3 cafés au serveur, puis s'est tourné vers moi avec un sourire. Il a commencé de loin, parlant du secteur automobile en général, du marché dans notre ville, des perspectives de développement. J'écoutais en silence, attendant qu'il en vienne aux faits. Finalement, il a dit franchement « Je veux acheter ton garage. Je suis prêt à payer 600 000 €, légèrement au-dessus de l'évaluation du marché. Plus je t'offre un poste de directeur dans mon réseau avec un bon salaire. C'est avantageux pour nous deux. Tu obtiens l'argent et un travail stable. Moi, j'étends mon activité. » Une proposition classique qu'il semblait stupide de refuser. Pourquoi précisément mon garage? La ville est grande, tu peux ouvrir ailleurs. Julien a souri. C'est une question d'emplacement. Ton garage se trouve sur un site prometteur. L'année prochaine, il prévoit d'élargir la route. Le flux de voitures doublera. Je l'ai appris par l'administration. Je veux m'y installer avant que les concurrents ne comprennent. J'ai hoché la tête. Maintenant, c'était clair. Information privilégiée, relation à la mairie. Il savait ce que nous ignorions. Il voulait racheter tous les garages du secteur, créer un monopole. Je dois réfléchir. Julien a froncé les sourcils. L'offre est limitée dans le temps. Si tu n'acceptes pas d'ici 1 semaine, je trouverai d'autres moyens d'obtenir ce territoire. J'ai senti la menace dans ses mots. Qu'est-ce que tu entends par d'autres moyens? Julien a écarté les mains. J'ai des relations dans différentes structures. Je peux influencer l'obtention de licences, de permis. Je peux déclencher des contrôles, créer des problèmes. Je ne veux pas emprunter cette voie, mais si je dois le faire, je le ferai. Mathieu à côté de moi s'est raidi. J'ai posé ma main sur son épaule pour le calmer. J'ai regardé Julien calmement. J'ai moi aussi certaines informations. Je suis au courant de tes circuits parallèles avec les pièces détachées, des contrefaçons, des pots de vin aux fournisseurs. J'ai des documents qui pourraient intéresser grandement les impôts et le procureur. Le visage de Julien a changé. Le sourire a disparu. Ses yeux sont devenus durs. D'où tiens-tu ces informations? La source n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est que j'ai les documents, des copies en lieu sûr. Et si tu continues à me faire pression, je les utilise. Julien s'est adossé à sa chaise, pensif. Il est resté silencieux 1 minute, puis a demandé « Qu'est-ce que tu veux ?»« Que tu me fiches la paix. Arrête d'essayer de débaucher mes employés, de faire pression via les administrations, de menacer. Alors j'oublie les documents, et chacun s'occupe de ses affaires. » Julien m'a regardé, évaluant, pesant les risques, calculant les options. Finalement, il a hoché la tête. « D'accord, mais à une condition. Si un jour tu décides de vendre ton garage, je dois être le premier à qui tu proposes, au prix du marché, sans majoration. » J'ai réfléchi et accepté. Marché conclu. Nous nous sommes serrés la main. La guerre froide était terminée, pour le moment. C'était une offre honnête, sans pression. Nous nous sommes serrés la main, nous étions d'accord. Julien a fini son café, s'est levé, nous a salués et est parti. Mathieu a expiré longuement. Je pensais que ça se passerait plus mal. Moi aussi. Un problème de moins. Je pouvais maintenant me concentrer sur le divorce.
Les 2 semaines suivantes se sont passées en préparation du procès. Maître Moreau a rédigé la demande de partage des biens en mon nom. Nous avons décidé de ne pas attendre que Camille dépose en premier, mais d'agir en anticipation. Dans la requête, nous avons listé tous les actifs, l'appartement, le garage, les comptes. Nous avons exigé la divulgation de tous les revenus et actifs des 2 parties, y compris les versements étrangers. Le tribunal a été programmé 1 mois plus tard. Pendant ce temps, audience préliminaire, échange de documents, requête. L'avocat de Camille a tenté de contester l'acte de donation de mon père, prétendant que c'était un document fictif créé spécialement pour diminuer la part de l'épouse. Nous avons fourni toutes les preuves, relevé bancaire du virement d'il y a 7 ans, témoignage de mon père, documents d'enregistrement de l'entreprise. En parallèle, nous avons demandé au tribunal l'information sur les comptes de Camille. Quand ces 15 000 € cachés ont été révélés, son avocat a tenté d'expliquer que c'était des économies personnelles provenant de petits boulots. Nous avons exigé des documents confirmant la légalité de ses revenus. Camille ne pouvait pas les fournir. Admettre que l'argent venait de l'escorte signifiait se mettre en difficulté avec les impôts et possiblement des poursuites pénales. Lors de l'audience principale, les avocats se sont affrontés. L'avocat de Camille exigeait la moitié de l'appartement et la moitié de la plus-value du garage sans tenir compte des 15 000 cachés. Maître Moreau insistait pour que cet argent soit déduit lors du partage. Le juge a écouté les 2 parties, étudié les documents, ordonné une expertise pour évaluer la contribution de chaque époux à l'acquisition des biens. L'expertise a pris 2 semaines. Les évaluateurs ont étudié tous les flux financiers, apports, dépenses. La conclusion était en ma faveur. La plus grande partie de l'apport pour l'appartement provenait de mes revenus. Le crédit avait été remboursé principalement par moi. Le garage a été reconnu comme ma propriété personnelle sur la base de l'acte de donation, mais la plus-value était sujette au partage. La décision finale du tribunal était en ma faveur, mais pas totalement. L'appartement m'était attribué, mais avec l'obligation de verser à Camille une compensation de 105 000 € pour sa part. C'était moins que la moitié, car ils avaient pris en compte ma contribution plus importante et ses revenus cachés. Le garage était entièrement mien, mais je devais lui verser 90 000 pour la part de plus-value. Total, 195 000 au lieu des 600 000 qu'elle réclamait. Camille a tenté de faire appel, mais l'appel a été rejeté. Le divorce a été officialisé 3 mois après la première audience. J'ai contracté un crédit de 195 000, lui ai versé la compensation. Nous nous sommes rencontrés chez le notaire pour signer les documents. Elle était pâle, maigre, le visage creusé. Nous n'avons pas parlé, nous avons simplement signé où il le fallait. Quand tout a été terminé, je suis sorti dans la rue et j'ai ressenti un soulagement immense. Le poids qui pesait sur mes épaules depuis des mois avait enfin disparu. J'étais libre. L'appartement était mien, l'entreprise mienne, ma vie mienne. Certes, avec un crédit sur 5 ans, mais c'était gérable. Le garage a effectivement commencé à rapporter plus de profits. La route a été élargie, comme l'avait dit Julien. Le flux de clients a augmenté. J'ai embauché un autre mécanicien, puis un autre. L'entreprise grandissait, l'argent rentrait. J'ai remboursé le crédit en avance, terminé en 3 ans au lieu de 5. J'ai embauché une administratrice pour le travail, une jeune femme nommée Manon, 28 ans. Intelligente, responsable, avec le sens de l'humour. Nous parlions de travail, puis avons commencé à échanger des plaisanteries. Un jour, elle a apporté une tarte qu'elle avait faite elle-même. J'ai senti son intérêt, mais j'étais prudent. Après l'histoire avec Camille, la confiance se reconstruisait difficilement. 1 an et demi s'est écoulé depuis le divorce. J'ai appris à vivre seul et à en tirer du plaisir. Pas besoin de mentir à qui que ce soit, pas besoin de s'adapter. Travail, amis, parfois des voyages. Manon laissait parfois entendre qu'elle voulait plus qu'une amitié. Je plaisantais, mais je sentais que bientôt je serais prêt à réessayer. Un soir, alors que j'étais assis à la maison regardant un match de football, j'ai reçu un message d'un numéro inconnu. Je l'ai ouvert. Une seule ligne. Ton ex est toujours à Dubaï. Photo jointe. Camille en robe de soirée dans un restaurant chic, à côté d'un homme en costume. Elle souriait, une coupe de champagne à la main. J'ai regardé la photo et souri ironiquement.
son choix, sa vie. Ça ne me concernait plus. J'ai supprimé le message, bloqué le numéro, suis retourné au match. C'était un bon match, mon équipe gagnait. Sur l'écran de mon téléphone, un nouveau message de Manon est apparu. Elle demandait si je voulais aller au cinéma demain. J'ai réfléchi une seconde et écrit « Oui, avec plaisir ». La vie continuait. Sans Camille, sans mensonge, sans cette douleur que j'avais ressentie en découvrant la vérité. Il ne restait que l'expérience, amère mais précieuse. Maintenant, je sais qu'il faut faire confiance, mais que vérifier ne fait pas de mal non plus. Que certaines personnes sont capables de mensonges incroyables pour atteindre leurs objectifs. Et qu'après la pire des trahisons, on peut recommencer si on trouve la force en soi.